Voilà, je me présente Pascal Schmitt, je suis directeur adjoint des soins et je vous souhaite la bienvenue sur le site de Pourtalès pour cette nouvelle conférence des jeudis du RHNE. Ce soir, nous allons parler, on voit le monde qui est venu, d'un sujet qui est important et parfois tabou et qui concerne beaucoup de personnes. En effet, l'espérance de vie s'accroît et avec elle, parfois, le besoin, voire la nécessité de mettre fin à des souffrances devenues intolérables ou jugées incompatibles avec la vie. Donc, pour les aider à franchir ce pas, des personnes très atteintes dans leur santé font parfois appel à des associations telles qu'Exit ou autres. Lorsque des demandes sont formulées dans le cadre d'une institution telle que la nôtre, elles demandent d'être aidées par le personnel médical. Évidemment, le cadre législatif pose des conditions strictes à l'assistance au suicide. Entrez seulement. Alors, y a-t-il d'autres alternatives? Quelles sont les conditions nécessaires pour la concrétisation de cette demande? Beaucoup de questions. Donc ce soir, je laisserai se présenter les intervenants et vous allez pouvoir, au terme de la présentation, poser vos questions. On a à peu près 45 minutes de présentation et puis ensuite une quinzaine de minutes de questions. Ensuite, nous aurons un apéritif pour prolonger les échanges et puis vous rafraîchir par rapport à la température. Je m'appelle Indira Mohim, je suis médecin-chef des services de soins palliatifs au RHNE. Donc, on va commencer cette discussion. Je voulais inviter d'abord vous parler concernant la participation des professionnels de santé dans des situations de fin de vie en Suisse. On a trois grandes catégories. La première catégorie, c'est quand les actes pratiqués ils sont conformes aux objectifs généralement acceptés de la médecine, reconnus. Donc, c'est les renoncements à des mesures de prolongement de la vie. C'est l'interruption de ces mesures qui sont déjà en cours. Le soulagement des symptômes avec l'aide des médicaments en soutien intensif par des équipes interdisciplinaires. Et en cas des symptômes réfractaires à toutes les mesures autres, et avec une souffrance intolérable, il y a aussi la possibilité d'une sédation palliative. La deuxième catégorie, c'est les actes qui sont encore objets de controverse. Donc là-dedans, justement, les thèmes de suicide assisté. Donc, le suicide assisté en Suisse, comme va expliquer ma collègue du service juridique tout à l'heure, il n'est pas autorisé, mais il n'est pas punissable, à condition qu'il n'ait pas des mobiles égoïstes à l'origine de son exécution. Donc, cette aide, cette assistance au suicide, comme elle est pratiquée, elle est réservée aux médecins qui, par conviction, croient que cet acte, cette aide, peut servir à faire du bien à son patient qui souffre. Donc, le médecin, dans ces cas-là, il agit sous sa propre responsabilité. Il doit s'assurer que c'est bien sûr conformément à la volonté du patient qui est capable de discernement. On va aussi établir un peu plus les critères en détail. Et par contre, en aucun cas, un médecin peut être obligé à aider à quelqu'un à se suicider. Vous allez comprendre pourquoi aussi tout à l'heure. Troisième catégorie, ce n'est pas une vraie catégorie, c'est les actes qui sont contraires à la loi suisse. Dans ces cas-là, c'est l'assistance ou l'incitation au suicide par un mobile égoïste, ou l'euthanasie active, où c'est la personne, le professionnel de santé, qui injecte, qui pratique l'acte qui va amener la personne à décéder. Donc, on va faire un survol maintenant sur la loi, sur des diverses instances. On commence en international. Je reprends la parole après. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce n'est pas la thématique celle qu'on questionne le plus, mais c'est vrai que ça a une importance dans l'accès à l'assistance au suicide. Et je vous ai mis brièvement quelques articles de loi sans entrer dans le détail, parce que je laisserai après la docteure Samorim continuer sur cette thématique. Il y a un certain nombre d'arrêts en Suisse, mais aussi au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, où il y a eu quelques dispositions légales qui ont été invoquées. Là, je vous ai mis la liste des différents articles de la Convention européenne des droits de l'homme qui ont été invoqués dans le cadre d'affaires qui traitaient de l'accès à l'assistance au suicide, notamment l'article 2 qui concerne
qui consacre le droit à la vie. Une patiente, une dame en Angleterre s'est demandé si, grâce à cet article du droit à la vie, elle pourrait aussi demander un droit à mourir. Et ce à quoi la Cour a répondu par la négative, parce qu'on n'a pas cette consécration dans la loi, sans entrer dans les détails, bien entendu, parce qu'on peut en parler pendant des heures. Après, il y a aussi l'interdiction de la torture. Là aussi, dans un des arrêts, notamment celui-là, s'est posé la question de savoir si le fait de ne pas avoir une disposition qui permet l'assistance au suicide ou une disposition qui punit les personnes qui aident à mettre fin au jour d'une autre personne, est-ce que ça constituait un traitement dégradant? Est-ce que le fait de mourir dans des souffrances extrêmes, est-ce que c'était considéré comme un traitement inhumain ou dégradant? Là aussi, la Cour ne l'a pas reconnu, donc on ne pouvait pas invoquer cet article 3. Et le grand nombre d'arrêts tourne autour donc, de ce droit au respect de la vie privée et familiale. Après, au niveau de la Suisse, là aussi, il y a un certain nombre de droits fondamentaux qui sont garantis donc, par la Constitution. Il faut savoir qu'il n'y a pas de réglementation spécifique sur l'assistance au suicide. On a simplement cet article 115 que je vais vous présenter plus tard. Ah ouais, c'est de l'autre sens, pardon. L'article 115 du Code pénal, comme la docteure Azamori m'a déjà dit, si on n'a pas un motif égoïste, il n'y a pas la commission d'une infraction pénale. Mais sinon, là aussi, on peut invoquer ces articles consacrés par la Constitution fédérale. Donc cet article 115 stipule que celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide ou lui aura prêté assistance en vue du suicide sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d'une peine privative de liberté de 5 ans ou au plus d'une peine pécuniaire. Donc là, on voit que ça tourne autour donc, de cette notion de mobile égoïste. Et puis à savoir que les décès qui sont survenus après une assistance au suicide doivent être déclarés comme mort suspecte. À Neuchâtel, on a une base légale aussi dans le droit cantonal qui permet à toute personne capable de discernement qui réside dans une institution d'utilité publique de demander aussi l'accès à l'assistance au suicide, pas avec l'aide des professionnels de la santé qui travaillent dans l'institution, mais de tolérer donc la présence d'associations ou de médecins externes au sein de l'hôpital pour pouvoir que les personnes puissent accéder aussi à l'assistance au suicide comme une personne qui serait résident dans son propre domicile privé. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais si vous avez des questions, j'y réponds volontiers. Et puis ce qui est important à connaître et à savoir, c'est que dans le cadre de l'assistance au suicide, il y a une directive de l'Académie suisse des sciences médicales, la SSM, qui a été modifiée il n'y a pas longtemps, et où il y a eu un certain nombre de débats autour de qui peut accéder à l'assistance au suicide. Est-ce que c'est que les personnes en fin de vie, ou bien les personnes pas malades, mais qui en ont marre de vivre? Est-ce que ces personnes peuvent avoir accès ou pas à l'assistance au suicide? Et puis ce qu'il faut encore retenir, c'est que la jurisprudence, elle évolue dans ce domaine. Actuellement, je ne sais pas si vous avez lu ou pas, mais à Genève, il y a pas mal de va-et-vient entre les tribunaux genevois et le tribunal fédéral sur cette question de l'accès à l'assistance au suicide des personnes qui ne sont pas malades. Voilà rapidement, et je suis présente s'il y a des questions sur les aspects légaux. Merci. Donc, maintenant qu'on a parlé un peu de loi, je voulais juste être sûre que tout le monde sait exactement qu'est-ce que c'est le suicide assisté. Donc, c'est la pratique par une personne capable de discernement qui lui permet de mettre fin à ses jours avec l'aide normalement d'un professionnel de la santé qui va lui fournir un produit, va lui prescrire et délivrer un produit pour qu'elle puisse elle-même l'utiliser, soit l'ingérer, soit l'injecter, pour que ce produit fasse effet. L'effet attendu, bien sûr, c'est la mort. Donc, contrairement à l'euthanasie où c'est l'autre qui pratique, comme j'ai dit, la personne doit à tout moment être capable de prendre elle-même ses traitements. Et la capacité de discernement, c'est un point qui doit être présent tout au long du parcours. Au moment de la décision, de la discussion avec le médecin, mais jusqu'au moment où l'acte va se passer, soit à l'hôpital, soit chez elle. Donc, les
suicide assisté constitue, comme on a dit, un dilemme éthique, parce qu'il y a d'un côté l'obligation médicale de défendre à tout prix les droits à la vie, la bienfaisance, la non-malfaisance, mais il y a aussi un devoir médical de respecter l'autodétermination des personnes. Donc, c'est sur ce point-là que ma collègue va parler tout à l'heure. Donc, les conditions très précises, on a juste montré un texte très long que vous pouvez consulter après. Il y a les coordonnées aussi du site Internet où vous avez accès à tous les documents. Mais je vais vous faire un petit résumé sur justement cette capacité de discernement et certains cas particuliers où elle peut être contestée. Donc, si le médecin a un doute, en principe, toute personne a sa capacité de discernement. Donc, on doit prouver normalement que la capacité n'est pas là. Mais pour l'acte, les recommandations exigent qu'on atteste que le patient est capable de discernement et aussi prendre en considération qu'il y a certaines pathologies, notamment les pathologies psychiques, que ce désir de mourir peut être un symptôme de cette pathologie. Donc, dans ces cas-là, cette personne ne serait pas éligible. Donc, on aurait le devoir là de traiter ça pour entrer en matière une fois que les symptômes sont plus ou moins contrôlés. La personne qui demande une aide à mourir, elle doit faire preuve d'une volonté indépendante et persistante. Ça veut dire que c'est une décision qui est mûrement réfléchie, qui n'est pas soumise à une pression extérieure et qu'elle persiste dans le temps. Toute personne soumise à une contrainte peut, à un moment donné, faire une demande désespérée en appel à l'aide. On a l'obligation de faire des entretiens à distance. L'Académie suisse des sciences médicales recommande, ce n'est pas une loi, encore une fois, mais c'est une recommandation, qu'il y ait un intervalle d'au moins 2 semaines, 2 entretiens pour être sûr que la volonté et les motifs de cette demande persistent. Il faut aussi qu'il y ait la présence d'une souffrance extrême qui est intolérable pour les patients. Donc, dans ces contextes-là, l'assistance au suicide pour des personnes en bonne santé est considérée, comme on a dit tout à l'heure, pas justifiable du point de vue éthique. Et une autre possibilité, une autre obligation, c'est d'examiner la cause de cette demande, explorer toutes les solutions de palliation qu'on pourrait offrir à cette personne avant de pouvoir accéder à cette demande. Elle doit être clairement expliquée au patient et il faut mettre à disposition, après on ne peut pas lui imposer. Les patients ont aussi le droit de dire qu'est-ce qui est acceptable pour lui comme traitement ou pas. Réanimation, chirurgie, plein d'autres choses qu'on sait très bien que les personnes, vu sa capacité d'autodétermination, peuvent renoncer. Donc la souffrance, on sait tous, c'est une sensation très désagréable qui ne s'atténue pas et qui est difficile à supporter. Ça peut toucher plusieurs dimensions de la vie humaine et parfois le désespoir, la sensation d'être inutile, l'impression, la peur de constituer une charge pour ses proches, ça peut constituer pour une personne une source de souffrance. Normalement, une souffrance elle diminue, voire elle disparaît quand les causes sont atténuées ou diminuées, soit par mobilisation de ressources externes, soit par introduction de soins palliatifs, soit par mobilisation d'aide extérieure. Et quand une souffrance devient vraiment extrême et ressentie comme persistante, et que toute forme de soulagement possible n'est pas acceptable, c'est là qu'on va entrer dans cette catégorie de souffrance insupportable. Et parfois, il y a des patients qui vont vivre cette souffrance malgré tous les moyens qu'on leur propose, comme ça jusqu'à la fin de leur jour, quelle que soit la forme où ça se termine. Et aussi important, c'est qu'il n'existe aucun critère pour déterminer la souffrance de l'autre. Il n'y a que la personne elle-même qui peut dire quand la souffrance pour lui est insupportable. Donc je voulais vous parler du rôle des soins palliatifs dans les situations de fin de vie. Tout le monde ici, je pense, qui a bien entendu parler des soins palliatifs. Donc c'est des soins centrés sur la qualité de vie des gens, tout le long d'une maladie qui attend cette qualité de vie, et également, mais pas seulement, à la phase terminale. Les soins palliatifs ne cherchent ni à accélérer, ni à retarder la mort.
Ce n'est pas sur ça qu'on agit. C'est la vie pendant qu'elle est là et la qualité comme la personne l'aperçoit. Donc on essaie de promouvoir cette qualité, la dignité, le confort de patient. On explore les dimensions psychologiques, intellectuelles, spirituelles, sociales, et ça, dans la mesure du possible, dans l'optique du patient. Parce que ça, c'est des choses aussi qu'on ne peut pas déterminer sur la base de nos propres perceptions. Il faut que ce soit la perception du patient. On essaie de promouvoir le droit à cette autodétermination avec une information claire et empathique. On ne peut pas décider librement de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc l'information, c'est un point important, et la communication encore plus. On essaie toujours d'établir ou de clarifier un projet thérapeutique avec le patient et de soulager dans la mesure du possible ces souffrances qu'on a identifiées. On travaille avec une approche globale, souvent en équipe, pratiquement toujours en interdisciplinaire, et on soutient et on implique les proches dans cette prise en charge, bien sûr avec l'accord du patient. On prend en compte aussi la qualité de vie des proches, leur avis, et aussi du personnel soignant, parce que la souffrance du patient, c'est souvent très étroitement lié à comment on perçoit la situation, et ça implique tout le monde. On va offrir cet accompagnement et ce soutien aussi aux proches dans la phase suivante, qui est la phase du deuil, et les entretiens sur la fin de vie et sur la mort, c'est une réalité en soins palliatifs, et ce n'est pas au dernier jour de vie, c'est quelque chose qui se travaille petit à petit, sans établir des critères prédéterminés, parce qu'il n'y a pas un moment standard, une façon standard de parler aux gens sur la mort. Il faut trouver les bons moments, être en contact et pouvoir échanger de manière claire et sincère avec les gens. Je voulais aussi vous faire quelques précisions, vous parler de quelques précisions sur la sédation palliative. En plus de tous les médicaments qu'on entend parler, tous ces soutiens qu'on propose, comme j'ai dit tout à l'heure, parfois tout ce qu'on met en place n'est pas suffisant pour les patients et c'est devenu intolérable et c'est réfractaire aux mesures possibles. À ce moment-là, en soins palliatifs, on peut administrer des médicaments qui ne sont pas visés sur un symptôme précis pour réverser ces symptômes, mais ça va agir sur des médicaments sédatifs à des doses très contrôlées pour baisser le niveau de conscience de la personne pour qu'elle ne perçoive pas justement la souffrance que ces symptômes, cet état, cette condition de vie lui provoquent. La sédation palliative, elle peut être temporaire pour passer un cap, comme parfois, si les symptômes sont irréversibles, la souffrance persiste, malgré le délai de cette période sur laquelle le patient est inconscient. Si ces symptômes persistent, il n'y a pas de raison de lui faire revivre ça. À ce moment-là, c'est des choses qu'on discute avec les patients lui-même, avec les proches, et les possibilités sont discutées et il peut accepter encore une fois ou pas. Parfois, quand c'est comme ça, continu, persistant, ce médicament, il est administré jusqu'à la fin de vie. Donc, ça ne va pas altérer la durée de vie artificiellement. Ça veut dire que ce n'est pas au moment où on branche une sédation que la personne décède. Donc, l'acte, l'intention n'est pas amener la mort, mais diminuer la souffrance. Les délais dans lesquels une personne sous sédation va décéder est plus lié à la condition qui a provoqué la sédation qu'au produit ou les médicaments lui-même. À savoir aussi que des personnes qui ne sont pas dans une souffrance intolérable, mais qui présentent des risques importants, des faits de complications majeures avec une attente très importante, sévère de la qualité de vie, ça peut justifier, en certains cas, d'anticiper la mise en place d'une sédation. Bien sûr, comme tout médicament, il y a l'effet recherché, il peut y avoir des effets secondaires. Un abrégement éventuel de la durée de vie associé à une sédation est alors acceptable sur les principes éthiques, et on parle à ce moment-là de double effet. L'intention, c'était traiter, c'était soulager. L'effet secondaire non contrôlable, parfois, ça peut être un raccourcissement aussi de la durée de vie. Donc, lorsqu'un patient émet son souhait de mourir, de manière soit explicite et parfois implicite,
ce soit doit être pris en considération de manière sérieuse. Hein. Les symptômes, comme on a dit, doivent être recherchés par une communication ouverte, dépistés, traités, etc. Si la demande persiste, je peux te laisser parce que j'oublie à chaque fois. Si la demande persiste, il ne faut pas oublier ces autres conditions qu'on avait dit. On peut tout à fait interrompre un traitement qui maintient ces patients en vie, parce que maintenir ces patients en vie dans une souffrance intolérable, ça ne va faire qu'augmenter la durée de sa souffrance. On peut ne pas introduire un traitement qui pourrait prolonger la vie de manière comme un effet secondaire pour traiter une complication potentielle qui pourrait être la cause du décès. Donc, à ce moment-là, on peut renoncer à ces traitements et s'occuper des symptômes, mais par exemple, ne pas traiter une infection, mais traiter la peine à respirer, traiter la fièvre. Certains patients choisissent de renoncer à l'alimentation, à l'hydratation, dans un but aussi d'accélérer la mort. Et il existe des situations où rien n'est possible. De ce moment-là, le patient va porter, s'il est déjà inscrit, s'il a déjà pensé à ça, justement, de faire recours à une association d'assistance au suicide pour mettre fin d'une manière précise à une date, une heure précise, à ce qu'il vit comme une souffrance intolérable. Je ne vais pas vous étaler tout ça ici, c'est complètement lié à la loi neuchâteloise, mais il y a des directives institutionnelles très précises qui sont disponibles pour les patients et pour les proches, dans les cas où les patients émettent le désir de faire recours au suicide assisté à l'hôpital. Donc, je passe la parole à M. Bise. 2 mots pour me présenter. Je m'appelle Jean-Jacques Bise. Je suis un ancien prof d'école de commerce à la retraite depuis quelques années et j'étais juriste. Je co-préside cette association Exit depuis 6 ans. La coprésidente s'appelle Gabriela Jaunin. Vous avez peut-être eu l'occasion de la voir une fois ou l'autre dans des reportages à la télévision ou entendu à la radio. Je vais possiblement en 15 minutes vous présenter non pas la problématique du suicide assisté, mais le fonctionnement et ce qu'est Exit dans notre société. C'est une association qui a été créée en 1982 par un groupe de femmes, j'insiste chaque fois, d'ailleurs c'est représentatif ce soir, les femmes vous êtes beaucoup plus nombreuses que les messieurs, qui se préoccupaient de politique de la santé d'une manière générale. Nous étions dans une société encore très liée au paternalisme médical, et ces personnes, en même temps qu'une association qui s'est créée en France, ADMD France, l'association du droit de mourir dans la dignité en France, cette association a été créée. Il n'y avait qu'un homme. Comme par hasard, il fut président pendant une année, mais il était juriste et c'est lui qui a rédigé les statuts d'une association au sens des articles du Code civil. Et quand vous créez une association, on pourrait, je vous rappelle, en créer une ici maintenant en quelques minutes, il faut déterminer essentiellement le but de l'association. Et Exit ADMD a pour but de promouvoir le droit de l'être humain de disposer librement de sa personne, de son corps et de sa vie. Et il faut également, une fois que vous avez déterminé un but, énoncer les moyens que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir réaliser le but en question. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que pendant 18 ans, différentes coprésidentes ont animé cette association avant qu'est arrivé à la présidence quelqu'un dont vous avez entendu parler, qui était un Neuchâtelois, un chaudefonnier, qui s'appelle Jérôme Sobel. Et Jérôme Sobel a pris la succession de cette association qui n'avait pas rien fait pendant 18 ans, qui a été très active pour lutter contre le paternalisme médical, pour militer également contre ce que l'on appelle l'obstination déraisonnable en France, ou l'acharnement thérapeutique chez nous. Et comme élément particulier à retenir de cette première tranche d'histoire de 18 ans, c'est qu'on peut se prévaloir à Exit d'avoir été les premiers à militer pour la reconnaissance et la force obligatoire de ce qu'on appelle maintenant les directives anticipées et la nomination possiblement d'un représentant thérapeutique.
Et c'est maintenant un combat qui pour nous, un combat, j'aime pas ce terme guerrier, mais ce militantisme pour la reconnaissance de ces volontés ont maintenant plus de sens au sein de notre association, puisque vous le savez que depuis le 1er janvier 2013, dans le Code civil, les directives anticipées sont maintenant de droit national. Alors, j'ai mis en gras « Assurer une assistance à l'autodélivrance après examen de la demande ». Ce qui est intéressant, c'est que cet article est né d'une réflexion, non pas sur le suicide assisté, mais sur l'euthanasie. Chez nous, on n'appelle pas ça l'euthanasie, on appelle ça l'homicide à la demande de la victime. C'est un acte qui est condamné, c'est l'article 114. Et que s'est-il passé pour que l'on passe de cette réflexion sur cet article à cet article 115 du suicide assisté? Il s'est fait qu'un politicien bien connu à l'époque, vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelait M. Ruffi, faisait partie d'un groupe de réflexion dans le canton de Vaud, et il était conseiller national dans son temps, il a proposé sous forme de motion ces réflexions sur la possibilité de compléter cet article 114 d'un deuxième alinéa qui permettrait, dans des cas exceptionnels, ce que les Français appellent actuellement l'exception d'euthanasie, de compléter donc cet article 114 d'un deuxième alinéa. Monsieur Sobel, otorhinolaryngologiste, qui est maintenant à la retraite, comme quasiment tous les médecins, en son temps notamment, les choses ont changé. Chaque année, pour vous montrer la différence, chaque année avec un collègue éthicien, les étudiants de première année de médecine, ici à Neuchâtel, au Mail, ont une journée de réflexion complète sur l'assistance au suicide. J'ai une fille qui est médecin. De tout son cursus d'études, elle n'a eu que 2 heures de cours, non pas sur le suicide assisté, mais sur la fin de vie. Et je vous assure que je n'exagère pas en étant aussi sévère sur ce que ma fille a eu comme cours, ou plutôt n'a pas eu. Alors, la réflexion était sur cet article 115, et la chose fut la suivante. C'est que M. Sobel a siégé, j'ai pris note ici, de mai 1997 à février 1999, dans un groupe de 14 experts qui devaient réfléchir sur cet article 114. 22 séances, 22 jours de réflexion. Ce qui lui a permis, parmi ce groupe de 14, composé de politiciens, de juristes, d'éthiciens, de médecins, de comprendre une chose essentielle, c'est que cet article 115 n'est pas un article qui s'adresse à un citoyen particulier, mais que les médecins sont eux aussi à englober dans cette possible procédure de l'article 115. Tant et si bien que ce qui s'est passé, je reviens, je vous ai dit, je n'étais pas terrible avec l'ordre de mes slides. Ce qui s'est passé, c'est que M. Sobel a réalisé, en réflexion avec tous ses collègues, qu'il pouvait aider possiblement un de ses patients à mourir dans le cadre de cet article 115. Et la première assistance au suicide officielle déclarée a eu lieu en décembre 1998. Alors, officiel, ça veut dire, comme on vous l'a montré tout à l'heure, qu'une fois l'acte d'aide au suicide effectué, il y a lieu d'appeler la police, et puis il y a toutes les procédures judiciaires qui doivent être mises sur pied, et celles-ci ont eu lieu. M. Sobel ne cesse de dire, si vous avez l'occasion de lire, par exemple, le bulletin que nous avons édité pour nos 40 ans, à quel point la police vaudoise a été accorde dans son accueil, et puis, après une journée au poste de police, il a tout simplement été relaxé de toute poursuite sur cette assistance au suicide. Ce qu'il faut savoir, c'était en 98, et puis dans la foulée, eh bien, l'association elle-même s'est fixé un certain nombre de règles pour assister les personnes qui maintenant pourront demander l'aide d'une association. Ces conditions, les voilà. Il faut être membre de l'association, être domicilié en Suisse, on y reviendra peut-être tout à l'heure.
Vous verrez, c'est important parce que nous ne sommes composés que de bénévoles, un staff de l'administration à Genève, 6 personnes pour 4 postes et demi de travail. Par conséquent, ce ne sont que pour des questions administratives, de facilitation de notre vie, que nous n'aidons pas les personnes de l'étranger. Ce n'est pas pour des questions éthiques, j'y reviendrai tout à l'heure sur un slide encore. Il faut être domicilié en Suisse, c'est dans nos statuts pour devenir membre, et il faudra également, puisque vous êtes membre, ici, nécessairement domicilié en Suisse. Il y a quelquefois une incompréhension, il ne s'agit pas d'être suisse, hein, il s'agit d'être résident en Suisse. Il faut être majeur et avoir sa capacité de discernement. C'est une condition, la majorité, qui sera probablement remise prochainement en question. Nous avons eu, mon ami coprésidente et moi-même, une rencontre avec un jeune que nous avons rencontré, 17 ans, victime d'un cancer du cerveau, et il venait d'apprendre le jour où on l'a rencontré, le jour même. C'était absolument bouleversant, qu'il n'y avait plus rien à faire. Nous l'avons rencontré une fois avec ses parents. Nous n'avons maintenant plus de nouvelles, puisque vous le verrez, j'aurai l'occasion peut-être de le redire, quand une fois Exit a été approché, nous ne reprenons jamais langue avec la personne pour rester dans le cadre de l'article 115, pas que l'on puisse nous soupçonner de violer la condition du mobile égoïste. Il faut faire une demande manuscrite, etc. Et cette condition a été fixée en 2000 par le comité et ensuite l'Assemblée générale. Il faut être atteint d'une maladie ou de séquelles d'accident et entraînant des souffrances insupportables. Pourquoi ce 2000 et ce 2004? C'est pour vous faire comprendre que, contrairement à ce que souvent on affirme, ce n'est pas Exit qui suit les directives de l'Académie suisse des sciences médicales. Nous avons toujours précédé ces directives. Nos conditions ont été énoncées en 2000. C'est en 2004 que l'Académie suisse des sciences médicales a édicté des règles au sein de cette association, j'y reviendrai tout à l'heure, de droit privé. C'est en 2014 que nous avons ajouté une possibilité qui est celle d'aider les personnes qui sont très âgées et victimes de polypathologies invalidantes. Et encore une fois, 2018, l'Académie suisse des sciences médicales adopte des directives qui sont refusées par la FMH, qui d'habitude reprend toujours ces directives et les inclut dans son code de déontologie. Et il a fallu attendre 2021, révision de ces directives, et puis 2022 pour que la FMH accepte ce que nous pratiquons depuis 2014. Quelque chose qui me semble très important, c'est que si vous êtes membre d'Exit, il y a 3 petits points. Si vous êtes membre d'Exit depuis plus d'une année et que vous avez payé une cotisation qui est de 40 francs, vous n'avez aucun frais pour être assisté dans votre fin de vie. Nous avons un tiers des demandes qui sont des demandes qu'on appelle, nous, urgentes, de personnes que nous ne refusons jamais, mais pour respecter un sentiment et puis un principe de justice, nous avons demandé à ces personnes-là de payer jusqu'à cette Assemblée générale 350 francs, depuis aujourd'hui 1000 francs. C'est pour le cadre financier de l'association. Je reviens un tout petit peu en arrière, parce que je n'étais pas très bon sur les slides, je le répète. C'est pour vous faire comprendre qu'il y a de très nombreux malentendus. Vous avez vu ici, j'indique l'existence de 2 associations Exit Suisse allemande et Exit ADMD Suisse romande. Les 2 ont été créées en 82. Elles n'ont aucun lien organique, et elles s'entendent bien. Nous connaissons bien les gens de Zurich, nous les rencontrons assez fréquemment, au moins une fois par année. Nous déplaçons, eux, jusqu'à Genève, et puis nous déplaçons volontiers à Zurich, notamment pour leurs assemblées générales. Mais les critères utilisés par cette association sont les mêmes. Une petite nuance prête, c'est le fait que s'ils avaient des gens qui ont été inscrits chez eux, puis qui déménagent, qui vont à l'étranger, ils peuvent encore être aidés, ce qui n'est pas notre cas. Une association de 155 000 membres. Et Exit 33 000, j'ai coutume de dire que Exit, c'est une association qui, à part les automobilistes en Suisse romande, est une association tellement conséquente que je n'imagine pas beaucoup d'autres qui soient aussi
qui est autant de membres. Et puis les autres associations, ce sont celles justement dont on entend parler, beaucoup plus qu'Exit, Deutsche Schweiz et puis Exit ADMD. C'est en particulier Dignitas et Life Circle. Pour quelles raisons sont-elles plus connues qu'Exit? C'est parce qu'elles accueillent les personnes qui viennent de l'étranger. Et ces personnes qui viennent de l'étranger, il n'y a pas pour nous de considération éthique. Ce que les gens qualifient de tourisme de la mort, je trouve cette qualification absolument abjecte, parce que si vous êtes française, si vous êtes français, si vous êtes britannique, et puis que vous venez en Suisse pour mourir, sans pouvoir être accompagné de vos proches, ce n'est pas une question liée à la Suisse, c'est une volonté de faire changer les choses dans les pays qui refusent l'assistance au suicide. Par chance, vous savez que les choses évoluent en Allemagne, elles évoluent en Autriche, elles ont été légalisées en Espagne, au Portugal, et puis la France est en grand débat actuellement. Si maintenant, il faudra que je fasse très vite des statistiques, quelques statistiques pour le fonctionnement de l'association. 33 000 membres, je pense que c'est assez conséquent pour le noter. Ça ne vous surprendra pas qu'il y a beaucoup plus de membres de femmes que d'hommes, je l'ai dit tout à l'heure au départ de la présentation. Partout, toutes les assemblées, les femmes se sentent beaucoup plus concernées. Et il y a aussi des raisons démographiques. Il y a à peu près 2 tiers de femmes et 1 tiers d'hommes dans notre association. Les nouvelles adhésions, 3 000, j'ai fait un petit calcul, il y a un ratio qui n'est pas très compliqué à faire. 9 personnes adhèrent quotidiennement, jours ouvrables et jours fériés, à Exit. Les dossiers, mais ça c'est très important. Combien acceptons-nous de dossiers qui passent par un médecin qu'on appelle conseil, et puis la procédure, je n'ai pas le temps maintenant de l'expliquer, mais à peu près 659 dossiers ont été acceptés en 2002, et nous avons aidé, jusqu'à leur terme, 502 personnes. Ce qui fait qu'on trouve ici un ratio qui est intéressant de ce qui se passe en Oregon. En Oregon, la procédure est très différente, mais ça vaut la peine que vous sachiez qu'en Oregon, le suicide assisté est légal. Vous avez un médecin qui va vous faire une ordonnance et vous irez vous chercher le produit et vous en ferez, entre guillemets, ce que vous voudrez. Les études ont montré qu'un tiers des personnes qui reçoivent leur ordonnance ne l'utiliseront pas. Chez nous, c'est un peu semblable. Hein. Il y a tout un tas de personnes qui ont des dossiers acceptés et nous considérons, et nous le disons à chaque fois, que lorsqu'une personne a un dossier accepté, c'est une sorte d'assurance vie, et ça paraît paradoxal, mais c'est une assurance vie dans la mesure où une personne qui sait que lorsque ses souffrances seront intolérables, elle pourra avoir recours à nous, et par conséquent, nous avons la prétention et nous prétendons que les personnes qui adhèrent à Exit, qui ont un dossier médical accepté, vont pouvoir vivre plus longtemps et mieux. Ça, c'est le nombre d'assistances. C'est intéressant de voir qu'il y en a effectivement dans les EMS et dans les hôpitaux. Il n'y en a que 7 dans les hôpitaux. Il y a à peu près, ça représente à peu près 2 tiers, parce que toutes les lois cantonales qui ont légiféré sur les assistances au suicide dans les établissements publics, à savoir Vaud, Neuchâtel, Genève et Valais, toutes ont comme condition que la procédure peut se passer dans le cadre hospitalier, mais s'il est possible pour cette personne de rentrer à son domicile, l'assistance aura lieu au domicile de la personne. C'est la raison pour laquelle il y a eu, et nous avons de très bons contacts avec à la fois le CHUV et puis les HUG, il n'y a eu que 5 accompagnements qui se sont faits du début à la fin au sein des hôpitaux. Je vais rapidement... Alors, sur les pathologies, intéressant de savoir qu'un tiers des pathologies sont ce que l'on appelle des pathologies invalidantes liées à l'âge. Mais contrairement à ce qu'on a dit, puis la manière dont vous l'avez dit, ça ne me satisfait pas vraiment, ce ne sont pas des personnes qui n'ont rien, ce sont des personnes qui ont un dossier médical et qui sont aidées parce qu'elles sont très âgées et que ces polypathologies définies par les médecins, et non pas par moi en l'occurrence, justifient cet accompagnement. Lorsque Jean-Luc Godard est décédé l'automne passé, en France, les grands titres des journaux, c'était de dire Jean-Luc Godard en avait assez, il a décidé de partir. C'est faux. Jean-Luc Godard était membre d'Exit,
Il avait un dossier médical, il a été aidé par nous, mais non sans un dossier médical qui a pu être présenté aux autorités de police. Le nombre d'accompagnements, il croît chaque année, effectivement. Maintenant, on est à peu près 2,5% de tous les décès. Et puis, je vais terminer là-dessus. C'est un sujet passionnant. Vous ne m'en voudrez pas si je dépasse de 2 minutes, mais c'est la chose suivante. Le nombre d'accompagnements qui se font par couple. Alors, j'ai pris les chiffres pour ne pas dire... en 2020, nous avons accompagné 4 couples. En 2021, 6, en 2022, 15. C'est une problématique qui sans doute se reproduira. Les personnes de ma génération, passé 70 ans en l'occurrence, nous sommes encore de cette génération, nous avons possiblement quelques décennies de mariage. Ça se produira sans doute un petit peu moins. Vous savez que le canton de Neuchâtel, on bat tous les records de divorce, mais il n'empêche qu'il pourrait y avoir des couples diffusionnels et puis des accompagnements de couples. Ce qui s'est passé, ça vaut la peine de préciser en lien avec ce qui a déjà été dit, c'est la chose suivante. Nous avons aidé un couple à mettre fin à leur jour en 2017. C'était M. Pierre Beck, qui était en son temps vice-président, médecin conseil de notre association. Ce qui s'est passé, c'est que vous le savez, il a accompagné une personne qui était gravement malade, l'époux, et elle était âgée, 60 ans de mariage, et elle avait simplement, entre guillemets, quelques bobos, mais pas suffisants pour justifier une assistance selon nos critères. Mais devant le chantage, entre guillemets, je m'excuse de qualifier la chose ainsi, de cette personne qui a dit « si vous ne m'aidez pas, je me suiciderai de manière violente », il s'est passé la chose suivante. Au moment où M. Pierre Beck a assisté cette personne, la loi était la suivante. L'article 115 dont on vous a parlé. On ne vous a pas dit qu'il y avait aussi à respecter la loi sur les produits thérapeutiques, la loi sur les stupéfiants et puis les directives de l'Académie suisse des sciences médicales. Alors, ce qui s'est passé, c'est que M. Beck a été condamné pour violation de la loi sur les produits thérapeutiques. Il a contesté cette condamnation, il est allé jusqu'au tribunal fédéral. Le tribunal fédéral a dit, attendez, il faut examiner le pentobarbital, la substance qu'on utilise pour aider quelqu'un à mettre fin à ses jours. C'est à la fois un stupéfiant et un produit thérapeutique. Et la loi sur les stupéfiants est plus précise, elle s'applique dans cette situation. On ne peut pas donc condamner M. Beck en fonction de la loi sur les produits thérapeutiques. Retour à Genève, où M. Beck a été condamné, et étude de la possibilité de condamner M. Beck pour violation de la loi sur les stupéfiants. Décision de la Cour de Genève, M. Beck ne peut pas être condamné pour en fonction de cette loi. Par conséquent, réfléchissez bien à la situation suivante. C'est que l'article 115 est la seule disposition en vigueur pour l'assistance au suicide. La loi sur les stupes ne s'applique pas, la loi sur les produits thérapeutiques ne s'applique pas, et les directives de l'Académie suisse des sciences médicales ne sont pas du droit. M. Sobel, dont je vous ai parlé au tout début, M. Sobel, qui a violé les règles de l'Académie suisse des sciences médicales, qui a violé le code de déontologie de la FMH, n'a jamais reçu le moindre courrier d'une de ces associations pour lui dire « vous êtes en contravention avec nos règles ». Par conséquent, ceci pour clore, actuellement nous sommes dans une situation en Suisse où probablement, plus que probablement, certainement, un certain nombre de politiciens vont revenir à Berne parce qu'on ne peut pas imaginer que maintenant un médecin, il y en a peut-être dans la salle, puisse prendre son carnet d'ordonnance, rédiger 15 grammes de pentobarbital, les remettre à une personne, et il ne serait pas condamné dans la mesure où on peut prouver qu'il a rédigé cette ordonnance sans mobile égoïste, c'est-à-dire par exemple sans volonté de pouvoir toucher l'héritage de la personne pour qui il a rédigé l'ordonnance en question. Je m'excuse, j'ai été beaucoup trop long. C'est très compliqué de 20 minutes d'essayer de cadrer une problématique qui est tellement importante, et puis je pourrais répondre à toutes vos questions ici dans la salle ou peut-être tout à l'heure en buvant un verre. Mes excuses pour le temps. Les orateurs passionnés, hein. Voilà, il me reste 4 minutes. D'accord.
Il est parti avec? Non. Alors c'est moi. Voilà, bonjour, bonsoir. Je m'appelle Rachel Roots. Je suis de l'unité d'éthique clinique du CHUV. J'ai une formation en bioéthique de l'Université de Washington. Et puis, j'ai aussi une formation d'interniste et de soins palliatifs. Je travaille à cheval entre les deux services, service soins pal et l'unité d'éthique au CHUV. Et je suis aussi neuchâteloise, donc ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous promets, je vais essayer d'être le plus bref, comme ça vous aurez le temps pour quand même des questions. Je voulais vous donner un peu de perspective d'éthique sur le sujet, vous dire déjà que dans les motifs d'une demande, c'est rarement en fait seulement les douleurs ou des symptômes réfractaires, comme l'a très bien dit la docteuresse Amorim. Finalement, il y a quand même beaucoup de moyens potentiellement à disposition pour venir pallier ces symptômes, mais on a plus souvent en fait un besoin, un souhait de contrôler une certaine circonstance de décès, que ce soit dans la temporalité ou dans la manière, et finalement on est plus sur une échelle, au lieu de gestion de symptômes, de plutôt une échelle de valeur des personnes qui demandent une assistance de suicide assisté. Ça peut être également la perte d'autonomie relative à ce qui est défini comme la dignité d'une personne, et qui est une notion subjective là aussi, ou alors effectivement ne pas souhaiter attendre ou subir une conséquence future d'une maladie qui se développe. On est donc dans une échelle de valeur, et c'est important pour comprendre la suite, parce qu'en éthique, on va essayer de balancer différentes obligations selon l'approche principiste, et se demander comment je peux pour mon patient mieux définir les options qu'il a, et donc peut-être promouvoir son bien-être. On va balancer la bienfaisance avec la non-malfaisance pour commencer, en se disant dans la bienfaisance, comment est-ce que je peux offrir tous les soins possibles pour améliorer la qualité de vie, quelle que soit la durée de vie de mon patient, et puis en non-malfaisance, se dire comment je vais faire pour ne pas lui nuire, que ce soit en majorant des souffrances ou en prolongeant la durée de souffrance. Vient se rajouter à ça le principe du respect de l'autonomie, et c'est là-dessus aussi que M. Bise a insisté, se dire on a une liberté individuelle à pouvoir prendre des décisions quand on est capable de discernement qui sont selon sa propre échelle normative, son propre échelle de valeur, et c'est quelque chose qu'on se doit de respecter. C'est extrêmement important pour l'individu, et c'est un fort argument en faveur du droit des patients, évidemment, à s'autodéterminer pour eux-mêmes selon leur échelle et non l'échelle des soignants. Et là où c'est intéressant en éthique, parce que les principes ne convergent pas toujours, des fois ils viennent diverger, c'est qu'il y a derrière d'autres intérêts. Le patient, il n'est pas tout seul, il est aussi parfois entouré de proches qui viennent parfois soutenir la démarche, mais que ça fait parfois aussi souffrir, et qu'on doit aussi soutenir dans leur propre intérêt, selon leurs besoins. Et puis les valeurs des soignants. C'est là où c'est intéressant, c'est que parfois, chez certains soignants, ça peut faire conflit, selon leur échelle de valeur, par exemple, qui sont différentes de l'échelle de valeur des patients. Important à préciser aussi dans le principe de justice est comment est-ce qu'on peut respecter et distribuer les ressources de manière sans distinction arbitraire. On dit ça parce que on a par exemple l'importance pour une personne qui demande un suicide assisté de continuer à avoir un projet de soins, une équipe soignante qui vient le soutenir quelles que soient ses décisions et quels que soient ses choix. Ça fait partie de soutenir un patient dans ses démarches. L'autre chose qui est importante aussi peut-être là-dedans, c'est de dire un patient ou une personne inscrite à Exit n'est pas la même chose qu'une personne qui sollicite l'assistance au suicide. Donc dans les soins, si on arrive à l'hôpital, qu'on soit inscrit à Exit ou pas, on a le droit aux mêmes soins. On a aussi le droit de vouloir par moment dans sa vie avoir des soins maximalistes qui viennent prolonger la vie, et tout d'un coup penser qu'effectivement ça fait plus sens parce qu'on perd le sens parce qu'on a atteint son degré minimum de récupération, ou qu'on ne va pas atteindre ce qu'on juge absolument nécessaire pour sa vie selon son échelle. Donc être inscrit, ce n'est pas encore faire appel, et c'est nécessaire pour ces patients de savoir qu'ils ont accès aux mêmes soins que les autres pour autant qu'ils le souhaitent. Vous dire que l'assistance au suicide dans le canton de Vaud, ça, je ne vais pas revenir sur la loi ni sur les critères parce qu'on en a déjà discuté, donc je vais gagner un petit peu de temps. Il y a deux choses qui s'appliquent à l'hôpital. C'est effectivement que l'hôpital peut exiger le retour à domicile tant que c'est exigible, tant que c'est réalisable. Et on reviendra là-dessus, et que le personnel de l'établissement, lui, ne peut pas participer à titre professionnel à la mise en œuvre de l'assistance au suicide. C'est dire que l'hôpital conserve le mandat de projet de soins, et c'est fondamental, jusqu'au bout.
mais l'association d'aide au suicide a le mandat d'assister le suicide. C'est deux mandats différents qui, pour l'intérêt d'un patient à un moment, doivent être partenaires, parfois. Je voulais vous mettre les directives pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais en fait, ça répète les critères qu'on a donnés. Juste vous dire que très tôt dans la directive, quand la demande persiste chez un patient hospitalisé et qu'il est capable de discernement, on se pose la question de savoir est-ce que ce patient peut rentrer dans son domicile. C'est vraiment un carrefour fondamental. Si c'est le cas, évidemment qu'il rentre au domicile, et pour la plupart d'ailleurs, c'est ce qu'ils souhaitent. Mais il y a des cas dans lesquels ce n'est pas possible, ce n'est pas réalisable, que ce soit pour des raisons physiques ou pour de la détresse psychique, et c'est du cas par cas, là c'est quelque chose qu'on discute. On revoit tous les critères avec une commission ad hoc, qui sont les critères de savoir est-ce que la souffrance elle est extrême comme mentionné, est-ce qu'ils ont eu accès aux soins palliatifs, est-ce qu'il y a une évaluation psychiatrique pour un symptôme potentiellement réversible qui est non traité et qui viendrait impacter la capacité décisionnelle, et si ce n'est pas le cas, est-ce que la demande persiste. La commission elle se retrouve, elle regarde que tous les critères soit rempli. C'est une commission avec la direction médicale, direction des soins, unité d'éthique et service juridique. Et puis, elle va voir les équipes pour voir quel est le contexte de la demande, quel est le contexte de l'hospitalisation, et elle va voir le patient pour savoir comment s'inscrit cette demande, où est-ce qu'elle s'inscrit, comment est-ce qu'il imagine les choses, est-ce qu'il se voit rentrer à domicile, pourquoi c'est impossible. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une directive très claire, mais qu'à la fois, ça s'applique pour un patient donné. Parce qu'évidemment, là aussi, la détresse de ne pas pouvoir rentrer à domicile, elle peut être subjective. Parfois, on a des limites physiques, même si c'est souvent possible, finalement, ne serait-ce que pour se suicider, de rentrer chez soi. On a souvent quand même les moyens de le faire. Mais parfois, ce n'est pas réalisable. Et c'est là où il y a ce partenariat dans l'intérêt du patient. Et c'est deux mandats différents, je le précise. Il y a une enquête Hugues Chuve qui, sur 3600 collaborateurs, un peu plus, visait à connaître les expériences de ceux-ci et regarder les attitudes envers certains points controversés de la SSM. En quelques mots, quand on leur demande que ça soit ou non pour être impliqué personnellement, quelle est leur attitude fondamentale à l'égard d'une participation à une assistance au suicide, la grande majorité des collaborateurs pensent que les collaborateurs doivent avoir le choix. On est sur 73 versus 67% pour les Hugues. Ça, c'est le premier chiffre important. C'est qu'on a une majorité des collaborateurs qui pensent qu'en fait, les collaborateurs des hôpitaux doivent avoir le choix de participer ou non. C'est intimement associé comme facteur au fait de pouvoir envisager le suicide assisté pour eux-mêmes. Ça veut dire qu'on a plus de 60% des collaborateurs qui en fait pourraient envisager le suicide assisté pour eux-mêmes. Donc c'est là où il y a un peu le changement sociétaire aussi, c'est se dire qu'évidemment c'est plus facile de considérer quelque chose ou soutenir quelque chose pour autrui, quand en fait qu'on soit soignant, ça peut heurter parfois dans nos conflits de valeurs, mais parfois en fait, justement parce qu'on est soignant et qu'on a vu des choses, ben, c'est important pour soi d'avoir cette liberté ou alors de pouvoir la soutenir chez les patients. Il y a tout un spectre en fait, dans la participation. Ça tend effectivement à s'assouplir, même si ça répond à un cadre institutionnel très clair, notamment au CHUV. Mais la majorité des participants, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles sont prêtes à continuer les soins, et c'est là ce qui est fondamental. Le patient reste un patient dans l'institution et on se doit de porter les soins comme il le souhaite jusqu'à la fin. Ils sont prêts à collaborer avec une association d'aide au suicide, c'est plus de 80% d'entre eux. Être présent lors du suicide, là on est plutôt sur 50%, et participer à la préparation dans une certaine mesure. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un mandat institutionnel, mais par exemple préparer le patient, voire mettre une voie veineuse pour garantir son efficacité. Ça, c'est quelque chose que certains soignants arrivent très bien à se positionner dans l'institution puis dire qu'ils sont prêts à le faire. On a 58% des médecins qui sont prêts à prescrire une substance létale, et puis un peu plus largement, on ne parle pas seulement finalement d'ouvrir l'assistance au suicide à l'hôpital, mais aussi dans les EMS, plus de 86%, qui sont des lieux de vie par ailleurs, et dans les centres de soins palliatifs. Je voulais parler aussi de peut-être un moment où divergent les principes éthiques, notamment dans le droit du patient, qu'on a très bien entendu ce soir, et puis quand même la considération du soignant, parce qu'elle existe, et puis parce qu'on a le droit de la nommer, en fait. Vous dire que dans l'assistance au suicide, l'hôpital ne change pas de mission. Sa mission, c'est de soigner. Donc, c'est ce qui fait que l'implication des parties, elle est libre et que les mandats restent différents. Il en reste dans le respect du cadre institutionnel, parfois,
et ces cas sont rares, mais ils existent, eh bien, les deux parties restent libres. Le patient est libre de renoncer aux soins, il est libre de rentrer à la maison pour se suicider. Et quand ce n'est pas possible de rentrer à la maison, l'idée du cadre institutionnel était de dire on veut offrir la même liberté, le même respect de l'autonomie aux patients capables de discernement, qu'ils soient capables de rentrer ou pas. Qu'en fait, ça ne se joue pas à juste pas être capable de rentrer chez soi pour se suicider. Et c'est là-dessus, en fait, que l'hôpital décide de collaborer aussi. C'est parce que l'idée est, d'un point de vue d'équité, finalement, d'offrir ce droit aux patients, qu'ils soient capables de rentrer ou pas. Mais il n'en reste, on peut quand même nommer les potentiels conflits moraux que peuvent avoir les soignants. Ça reste difficile parfois d'accompagner un patient pendant des semaines à des mois, à vouloir essayer de le soigner au mieux et d'avoir une demande d'assistance au suicide. C'est quelque chose que les soignants disent souvent quand on les rencontre lors d'une demande, ou alors de perdre le sens dans les soins qu'on donne, ou avoir simplement un conflit de valeurs par rapport à la demande. C'est des choses qui doivent être entendues et nommées pour pouvoir collaborer au mieux, et je voulais le préciser là. Il reste aussi des questions par rapport aux maladies psychiatriques, qu'elles soient palliatives ou pas. C'est plus délicat en termes de capacité décisionnelle, même si c'est largement pas incompatible. On peut avoir des pathologies psychiatriques et être totalement capable de discernement, et c'est d'autant plus important, par équité aussi, de donner accès aux patients capables de discernement, quelle que soit leur pathologie, à une assistance au suicide. Il n'en reste, c'est d'autant plus important pour ces patients de pouvoir vraiment travailler avec les psychiatres, qu'ils soient les psychiatres traitants, les psychiatres hospitaliers. C'est vraiment un moment où on doit trouver un consensus interdisciplinaire parce que c'est plus délicat, c'est plus complexe pour certaines pathologies. Et puis, vous dire aussi que même si le cadre institutionnel, par exemple au CHUV, est très clair, il n'en reste qu'il faut vraiment, et je finirai là-dessus peut-être, dire à quel point l'intégrité et la transparence, elle est importante quand on prend en charge des patients qui font ces demandes, parce que la temporalité, en fait, si on est honnête, elle est assez complexe. Ces patients sont fragiles, parfois ils peuvent décompenser rapidement, et la fenêtre, si je puis l'appeler comme ça, pour passer à l'acte, elle est parfois assez brève. Il en reste qu'il faut trouver du coup le bon compromis entre pouvoir évaluer toute la demande avec sérieux et rigueur, parce que c'est fondamental, et à la fois pouvoir prendre la procédure au sérieux et la traiter rapidement, parce que le temps, c'est important pour ces patients. Vous dire que, notamment au CHUV, les demandes, elles sont vraiment rares, les patients qui ne peuvent pas rentrer à domicile, mais pour ces très rares patients, parfois, c'est très important. Voilà, je voulais finir là-dessus. Merci. Merci pour ce sprint, il y a tellement de choses à dire, ils sprintent les trois. Dans la salle, on peut faire quand même une quinzaine de minutes de questions. Si vous avez des questions, vous levez la main, je vous passe le micro, et puis un des orateurs pourra vous répondre directement aussi avec le micro. Alors, est-ce qu'on commence par une première question? Bonsoir. Je m'appelle Béatrice et je fais un travail de maturité sur ce sujet, donc cette conférence pour moi est très intéressante. Et j'avais une question par rapport à la prescription du pentobarbital. C'est le médecin qui l'a prescrit. Mais j'avais lu qu'elle devait être annoncée aux autorités, et je voulais en savoir plus sur le déroulement. Qui c'est qui va la chercher, si c'est le patient qui la prend, si c'est le patient qui la garde, et voilà. Venez. J'ai une voix très... Non, venez parce que c'est filmé. Venez. Oui, c'est une bonne question de savoir. Alors, la prescription de pentobarbital se fait sur une ordonnance normale, qui n'est pas une ordonnance à souche, donc, et elle n'est jamais mise à disposition des personnes que l'on va aider. Il y a un certain nombre de pharmacies avec lesquelles nous collaborons, et c'est chaque fois l'accompagnatrice ou l'accompagnateur qui passe le jour qui précède ou le jour même dans une pharmacie pour prendre possession du pentobarbital. Et si jamais, ça arrive quelquefois,
cette dose n'est pas utilisée, on la restitue immédiatement le jour même à la pharmacie. Ce qui fait que, contrairement à ce qui peut se passer, comme je vous ai dit, en Oregon, aucune dose de pentobarbital ne se promène dans notre société. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, nous demandons régulièrement aux médecins traitants de savoir si la personne, si elle ou il est d'accord de rédiger l'ordonnance. De plus en plus souvent, les médecins traitants sont d'accord de rédiger l'ordonnance. Si la personne refuse, ce qui est bien évidemment son droit absolu, hein, c'est un de nos médecins prescripteurs. On a deux catégories de médecins. Nous avons les médecins qui vont accepter les dossiers et les remettre à une accompagnatrice, un accompagnateur. Et puis, cas échéant, nous avons des médecins prescripteurs qui vont se rendre, parce qu'on ne peut pas. C'est maintenant la loi sur les produits thérapeutiques, je vous ai dit, elle est remise sérieusement en question, mais en lien avec la loi sur la profession de médecine, on demande à ce que la personne ait consulté le patient à qui on remet une dose de pentobarbital. Voilà. Merci. Une autre question? Je suis infirmière. J'ai une question à la doctoresse Mira, je n'ai pas retenu votre nom de famille. Vous avez parlé que l'institution hospitalière peut appeler une association ou des médecins externes pour le produit ou pour accompagner la personne dans sa demande. Donc, toute la prise en charge de considération et évaluation de la demande, ça peut être fait par nous, mais les dossiers seront de toute façon envoyés et c'est les patients les-mêmes. C'est une démarche qui appartient aux patients. Un représentant légal, son nom peut accélérer certaines choses, mais il y a plusieurs étapes, comme a dit M. Bis, qui appartiennent aux patients. Donc, ce n'est pas l'institution qui va mandater un médecin externe, et c'est le choix du patient, c'est les médecins choisis par les patients. Par contre, dans ce contexte de cette collaboration, quand ils viennent, ils sont des médecins qui sont visiteurs de l'institution, donc pour avoir accès au dossier du patient, ils doivent avoir l'accord du patient. 100% de cas, il est donné et on échange très volontairement des détails sur la situation pour vraiment, si la situation, si le choix est fait, que ça se passe au mieux possible pour les patients, notamment ce qui concerne la possibilité d'avaler les produits ou pas, absorption de produits, capacité simplement d'injection ou besoin d'équipements supplémentaires pour l'aider à, jusqu'à la fin, manifester vraiment son envie de déclencher les processus. Je vais un tout petit peu plus loin, ça signifie, moi j'ai choisi mon délégué thérapeutique, en l'occurrence c'est un médecin, donc si je suis dans une situation où souffrance ou douleur sont excessives, je pourrais, à votre équipe, demander que le délégué thérapeutique médecin soit sollicité. En tout cas, même les entretiens, les premiers entretiens avec l'équipe d'Exit, par exemple, des entretiens subséquents, les contacts avec les médecins, tout ça peut être fait au sein de l'institution. Parfois, c'est vraiment seulement les gestes. On essaie de reporter le plus possible justement ces retours à domicile pour les patients qui sont essentiellement fragiles ou qui pourraient avoir besoin de soins très importants, mais pas indispensables jusqu'au bout. On essaie de garantir la qualité de vie du patient au maximum. Je pense qu'on se bat tous pour le même objectif, c'est que les gens puissent souffrir le moins possible et être respectés dans son autodétermination. Donc on collabore assez souvent pour ça. Je travaille aux urgences ici à Portales. Je ne parle pas de l'hôpital, mais je parle par contre des homes. J'ai mon parrain l'année dernière qui est mort d'un cancer du poumon, qui n'avait plus de foyer, qui a été dans un EMS au Panneau et le Petit Front à Lausanne. Il avait écrit qu'il avait la carte Exit sur lui, il avait écrit qu'il voulait partir avec Exit. Ils nous ont refusé cette demande. Pour eux, ils ne rentraient pas en matière. Est-ce que c'est normal? Voilà, il est mort dans d'atroces souffrances. Il appelait ma maman en lui demandant « Mais viens, s'il te plaît, j'ai envie de partir, mais viens, me donner quelque chose. » Nous-mêmes, on ne pouvait rien faire. On a regardé avec le médecin du bois. Non, c'est exclu chez nous, il n'y a pas d'exit. On fait comment quand c'est comme ça, puis qu'on ne le sait pas? Je peux répondre.
La question que vous soulevez, elle est vraiment fondamentale. Et en 2001, pour revenir à Jérôme Sobel, vous vous en souvenez peut-être, en 2001, Jérôme Sobel a effectué un accompagnement dans une caravane sur un parking, et puis ça a été très médiatisé. 20 ans après, le journal Le Temps a repris avec un reportage photo toute cette problématique. Ça a déclenché toute la procédure qui a mené à l'adoption d'une loi vaudoise qui fait en sorte que ce que vous m'avez décrit est totalement illégal. Les homes qui sont subventionnés doivent absolument accepter Exit, ou les membres, en tout cas les accompagnatrices, les médecins, et ça se passe de mieux en mieux. Je suis très surpris de vous entendre. Ici, par exemple, dans le canton de Neuchâtel, et depuis les 5 ans que je co-préside Exit avec Gabriela Jaunin, ça a été pour nous une volonté de transparence. Nous n'arrivons jamais dans une institution sans nous annoncer au secrétariat, prendre contact avec les médecins. Par conséquent, c'est de plus en plus harmonieux. Et vous avez entendu, madame, nous dire les chiffres stupéfiants. Hein. C'était, j'imagine, une surprise au HUG et au CHUV de voir que c'était une acceptation à la fois du corps médical, mais madame n'a pas dit que c'était tout le personnel de l'hôpital qui a été... Par conséquent, ce que vous nous avez décrit, c'est totalement inacceptable. Et c'est la raison pour laquelle vous avez peut-être en mémoire qu'en novembre 2022, à la surprise générale, y compris à la nôtre, qui avons pourtant beaucoup milité au Valais, les Valaisans ont accepté à 75% une loi qui contraint les homes à accepter Exit. Il y aura toujours des réticences, mais dans ce cas-là, il y a toute une procédure vaudoise. C'est dommage que vous n'ayez pas eu l'appui de quelqu'un d'Exit, par exemple, parce qu'il y a possibilité de faire des recours auprès du médecin cantonal, d'une commission. Et puis, ce qui est arrivé, c'est très triste, et ça ne devrait pas se produire dans des homes. En plus, 4 cantons, je vous ai dit, ont cette loi, mais sans aller dans les détails, quand on était au comité, ça fait 20 ans que je suis au sein du comité, nous avons eu une grande discussion sur cette problématique. Et nous pensions, je pense encore maintenant, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une loi dans chaque canton, parce que c'est une violation de vos droits fondamentaux, de vos droits de l'homme, comme on dit, que l'État ne respecte pas la disposition qu'on a citée tout à l'heure, l'article 10 alinéa 2 de la Constitution. C'est votre liberté de choisir le moment et votre manière de mettre fin à vos jours. Par conséquent, dans toutes les institutions de droit public, on devrait accepter Exit. Je suis régulièrement le congrès des assistantes médicales, qu'on a souvent à Montreux ou enfin dans la Suisse. Et là, on a eu par le passé justement le docteur Jérôme Sobel qui nous parlait d'Exit. Et tout le monde en parlait. Alors, pour nous, en tant qu'assistante médicale, c'est plus facile de l'entendre et de comprendre. Mais quand vous avez un homme qui était célibataire, qui avait 86 ans, qui avait le cancer du poumon, qui est dans ce home, on habite Neuchâtel, on ne peut pas y aller tous les jours. Ouais. Et vous y allez, il est là dans son lit, il respire parce qu'on est Oui, mais j'ai vécu ça aussi quelquefois. Et puis, il y a d'autres éléments, mais on ne va pas allonger sur la capacité de discernement. Non, on doit pouvoir recourir justement aux procédures judiciaires. Je vous laisse la parole. C'est ce que je voulais ajouter. En fait, dans ce cas-là, vous aurez pu interpeller le médecin cantonal, clairement, parce que c'est une violation des droits qui sont garantis par la loi sur la santé vaudoise. Et du coup, il y a une procédure. Si cette procédure et puis les conditions sont remplies, il faut une décision écrite de l'institution pourquoi elle refuse ou accepte la demande, la procédure, on va dire, d'assistance au suicide au sein de son établissement. Donc, ce n'est pas trop tard non plus. Vous pouvez toujours contacter pour comprendre ou bien pour signaler le cas, en fait. Donc, et puis, le médecin cantonal peut interpeller les institutions, les professionnels de la santé pour le non-respect des règles légales. Complément de réponse, alors je vais peut-être déjà passer le complément de réponse. Bonsoir, mon nom est Frédéric Scribert et je suis secrétaire générale des EMS à but non lucratif du canton de Neuchâtel, donc j'ai un petit complément de réponse à donner à madame. Dans le canton de Neuchâtel, effectivement, la loi existe depuis 2014 et elle fait l'obligation pour toutes les institutions
reconnu d'utilité publique, et il y en a 3 dans le canton de Châtel qui n'ont pas signé de contrat de prestation avec l'État et qui donc pourraient en théorie refuser. Par contre, vous, j'ignore comment ça se passe et quelle est la situation exacte de ce TMS-là, mais c'est clair qu'il faut interpeller le médecin cantonal et signaler la situation. Par contre, ça pose effectivement cette situation qui est terriblement difficile à accepter, voire insupportable. Ça pose quand même toute la question de comment est-ce que cette information-là circule dans nos milieux. Moi, j'ai encore régulièrement des téléphones qui me sont adressés en disant, mais même des professionnels qui nous disent, mais est-ce qu'un EMS est obligé ou non d'accepter l'assistance au suicide? Donc il y a un manque, un déficit d'information encore aujourd'hui, même parmi les professionnels. Et donc là, il y a un enjeu de communication, d'information, et il faut pouvoir le relever assez rapidement. Merci. Il y avait un monsieur qui avait une question. Vous pouvez passer directement. J'ai une question concernant la capacité de discernement. Admettons qu'une personne ait encore la capacité de discernement, elle a beaucoup de problèmes de santé. Est-ce qu'elle peut noter quelque part dans les directives anticipées ou quelque chose comme ça, le jour où j'aurai un AVC, je ne pourrai plus décider ce que je vais faire. Veuillez s'il vous plaît ne pas prolonger ma vie, etc. Alors merci pour votre question, je vais répondre en 2 temps. En ce qui concerne l'assistance au suicide, ça ne sera possible que si la personne elle est capable de discernement au moment de l'acte. Donc non, ça ne sera pas possible de demander une assistance au suicide. Ce qui sera cependant possible, et ce qui est tout à fait possible, c'est dans les directives anticipées de noter les conditions sous lesquelles on ne souhaite que des soins et des mesures qui ne prolongent pas la vie et qui assurent le confort. Donc si faire un AVC qui vient à limiter certaines fonctionnalités, c'est important pour vous de ne pas prolonger les soins ou les mesures qui prolongent la vie à ce stade, eh bien vous pouvez, dès lors que vous êtes capable de discernement, le noter dans les directives anticipées. Mais ce n'est pas une assistance au suicide, c'est des mesures palliatives sans mesures prolongeant la vie. Ce n'est pas la même chose. Je peux juste compléter, si j'ose. Parce que votre question, monsieur, est vraiment très importante. Et parmi les 33 000 membres d'Exit, c'est une vraie problématique. De très nombreuses personnes ne comprennent pas ce que sont les directives anticipées. Ne comprennent pas que ce sont des directives que vous donnez au corps médical, globalement, pour la situation où vous serez incapable de discernement. Vous serez incapable de discernement et à ce moment-là, les médecins respecteront ce que vous avez écrit dans ces directives, ou mieux, selon moi, respecteront ce que votre représentant thérapeutique leur demandera de faire en fonction de ce qu'il a eu comme lien. Ce qui fait que chez nous, on a de très nombreuses personnes qui, justement, quotidiennement, je reçois la liste quotidienne des téléphones, entre dans cette problématique, et c'est la problématique des directives anticipées sur notamment les problématiques de démence. C'est un problème qui est en grande discussion en Belgique, au Canada, partout, parce qu'il faut pouvoir fixer les critères qui font que vous aurez donné une directive, et puis à quel moment vous allez pouvoir... Alors à ce moment-là, ce ne sera plus un suicide, puisque la personne sera incapable de discernement, mais à quel moment vous pourrez commettre un homicide à sa demande. Mais la question que vous soulevez est vraiment essentielle. Les directives anticipées sont déjà peu utilisées. Statistiques, c'est, je ne sais plus, 5-10%. Et puis la plupart des gens ne comprennent pas, malgré le fait que, je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis 10 ans, 1er janvier 2013, elles sont maintenant de droit fédéral dans le Code civil. Mais question importante. Alors, on en a, les premières, je vous ai dit, avaient été rédigées par Exit. Maintenant, on ne les rédige plus parce que c'est très compliqué de pouvoir... Il faut fixer un cadre très strict. Alors, si vous allez sur Internet, vous avez de multiples associations et fondations qui édictent ces directives. Ligue contre le cancer, la Croix-Rouge, etc. Alors, il y en a quelques-unes qui sont très détaillées, que vous allez devoir payer, mais la plupart du temps, elles sont à disposition. Vous allez sur le net, vous tapez directive anticipée, vous en avez de multiples modèles. Mais c'est effectivement très important. Et si je me permets aussi, vous n'avez pas besoin de payer un formulaire spécifique. Vous pouvez rédiger vous-même quelles sont vos volontés. C'est des aides mémoire. Il n'y a pas besoin d'une forme. Il n'y a pas de forme demandée par la loi, mais les contenus, que ce soit signé et daté. Et par rapport à la question de monsieur encore, la question de directive anticipée, c'est qu'il y a toujours la liberté de la changer et de la mettre à jour.
Et la difficulté justement que se pose, la question que se pose quand la personne n'a pas sa capacité de discernement, c'est de dire, est-ce que je suis cette directive qu'il a marquée là, est-ce que ça serait aujourd'hui toujours sa volonté? Là, c'est impossible pour tout le monde de déterminer, c'est pour ça que c'est une zone un peu grise. Mais il n'y a pas besoin de formulaire spécifique. Mais cette zone grise, elle est quand même aussi diminuée par l'invitation à relire ces directives anticipées. Je ne sais plus si c'est chaque année ou chaque 2 ans. Donc, on a beaucoup de choses à disposition aujourd'hui. Oui, et puis on nomme une personne représentant thérapeutique avec l'idée, exactement, avec l'idée que cette personne, elle sera capable de discernement à ce moment-là, et puis qu'elle pourra au mieux porter votre voix. On se dit que quand un patient ne peut plus porter sa voix, il nomme quelqu'un qui peut porter sa voix à sa place, qui connaît bien ses valeurs, ce qui est important pour lui, et qui parle en son nom, en portant l'intérêt du patient. Ça, c'est une valeur sûre. Et nous n'avons plus de directive anticipée, je l'ai dit tout à l'heure. On a été des précurseurs et il n'y en a plus. Si vous allez sur le site Exit, vous avez directive anticipée, c'est 2 phrases, et elles n'ont aucune valeur. Lorsqu'un médecin les trouvera dans un service, il pourra toujours les discuter parce qu'il n'y a pas les conditions cadres qui sont énoncées de manière... Oui, mais là, M. Bis, si on sort du cadre de l'assistance au suicide, les directives anticipées, elles existent, elles sont sur le site de la FMH, elles fonctionnent très bien, elles font 2 pages, et vous pouvez les remplir quand vous voulez. Ouais, mais elles n'ont rien à voir avec le suicide assisté, c'est ça. On est d'accord, mais on peut quand même faire une petite parenthèse. Voilà. Je vais prendre une dernière question, parce que je vois que vous avez envie de parler. C'est le moment de l'apéro. On va parler à l'apéritif après. Une dernière question, madame. Bonsoir. Par rapport à la famille et de suicide assisté, est-ce que le patient il a le droit de refuser d'annoncer son suicide à sa famille, ou si il y a au moins combien de personnes qui sont obligées d'être au courant de cette décision? Oui, alors bien sûr, c'est l'intérêt du patient et le droit du patient qui prime. Donc, il transmet les informations qu'il souhaite et il ne transmet pas les informations qu'il ne souhaite pas à toute autre personne. Oui, il est libre, c'est juste. Ce que l'on fait avec Exit, c'est parce que ça arrive, ces situations dysfonctionnelles au sein d'une famille, pour que l'on ne soupçonne pas Exit d'avoir fait du forcing, possiblement, on demande toujours à la personne de rédiger une lettre à sa famille qui explique les raisons pour lesquelles elle n'a pas souhaité être informée. Ça arrive effectivement, mais effectivement ça arrive quelquefois. Mais plus largement, les gens ont leurs histoires et elles ne s'arrêtent pas à la mort. Elle a commencé avant et puis on ne connaît qu'une petite partie, donc on ne les juge pas, c'est vrai. Absolument. Je vous remercie en tout cas pour ces échanges.